Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Book Club, nouvel épisode donc de Bazar. Je suis comme d'habitude en compagnie d'Étienne pour parler cette fois-ci d'un roman, unique roman de son auteur qui est Howard Phillips Lovecraft. Ce roman, c'est l'affaire Charles Dexter Ward. Je salue d'abord Étienne, comment vas-tu? Ça va être Hugo. Ça va très bien. Et je te laisse tout de suite la parole pour que tu nous parles brièvement de Lovecraft, de l'écrivain, de l'homme Lovecraft, avant d'aborder plus en détail son roman. H.P. Lovecraft, donc Howard Phillips Lovecraft, qui est un écrivain américain du début du XXe siècle. Il est né en 1890, si je ne me trompe pas, et il va marquer profondément la littérature de la première moitié de son siècle. Aujourd'hui, il est omniprésent dans la culture populaire, que ce soit à travers la science-fiction, la fantasy, le jeu de rôle. Mais ce qui est frappant, je trouve, c'est qu'on parle beaucoup de Lovecraft, qu'il est devenu une référence incontournable, mais que son œuvre reste paradoxalement assez méconnue finalement du grand public. C'est-à-dire que Cthulhu est très évocateur, mais peu de monde arrive à recontextualiser exactement d'où il provient, de quelle cosmogonie il provient. Euh, Et autour de lui, autour de Lovecraft, donc, plusieurs mythes ont circulé. Celui d'un Lovecraft qui est tour à tour omniscient, ermite, ou à l'inverse, celui d'un occultiste misanthrope, comme l'a popularisé Michel Houellebecq, par exemple. Mais en réalité, c'est bien plus nuancé, et c'est notamment grâce aux travaux biographiques de S.T. Yoshi qu'on a pu redécouvrir un Lovecraft plus humain, plus complexe, et le remettre à sa juste place dans le paysage littéraire qui était le sien, euh, c'est-à-dire celui de l'horreur, de la science-fiction, du fantastique du XXe siècle. Oui, on a éclairci beaucoup de points qui étaient finalement restés dans l'ombre. On considérait quand même Lovecraft vraiment comme une sorte, tu l'as dit, d'ermite. Et Yoshi, c'est le premier critique et spécialiste qui a fait un travail complet et on va dire exhaustif sur Lovecraft parce qu'il avait accès à toute sa correspondance. Ouais, correspondance très massive, donc on sait qu'elle a été foisonnante, il a parlé avec beaucoup d'écrivains comme E. Howard ou Clark Ashton Smith, euh, et qui ont beaucoup participé du coup, de par l'étude justement de Joshi, à, disons, en faire une figure un petit peu plus complexe et moins brumeuse comme elle avait été, comme il avait été décrit du coup au début du siècle. Voilà, donc à part ça, c'est un auteur donc, qui a marqué très fortement, comme je le disais, la pop culture, mais aussi la science-fiction, l'imaginaire graphique de la science-fiction, l'horreur moderne, si je puis dire. Et très important aussi, c'est à dire, c'est qu'il est mort. Déjà, il est mort assez prématurément, en 1937, donc à l'âge de 46 ans, ou 47 ans, je ne sais plus, ruiné et quasiment inconnu. Donc il a publié quand même de son vivant, mais c'était dans des magazines pulp, par exemple Weird Tales, qui était le magazine pour lequel il a le plus publié. Mais voilà, il a eu très peu de succès critique de son vivant. Et comme on le disait tout à l'heure, il a été réhabilité un peu plus tard. Et quel est ton rapport à Lovecraft? Parce que nous avons choisi d'en parler avec un sentiment un peu particulier, c'est pas une découverte pour nous, Lovecraft, loin de là. Et est-ce que tu peux voilà, nous décrire ce rapport qui est, je crois, assez ancien et que tu entretiens avec son œuvre? Ouais, je l'ai découvert comme beaucoup de monde lorsque j'étais adolescent. Je me rappelle que c'était Welbeck qui disait que justement, parmi les écrivains de science-fiction ou de fantasy, Lovecraft était parmi ceux qui disons, intéressent à l'âge de l'adolescence. Euh, C'était un moment où je cherchais beaucoup à, à me réfugier dans des univers qui sont ou profonds, ou vastes, ou codés, comme un espèce de besoin de gouffre. Et donc c'est assez naturellement que je suis remonté à Lovecraft.
Ma première lecture, ça a été avec L'Appel de Cthulhu, comme je pense beaucoup de monde. Ça a d'abord été une déception, ou en tout cas, disons que ma première impression fut un peu décevante. C'est-à-dire que j'avais trouvé ça peut-être un petit peu trop conceptuel, et que le choc n'a pas été immédiat. Et la révélation s'est faite de manière progressive, via justement une nouvelle qui m'est très chère, qui est La couleur tombée du ciel, avec une horreur qui est peut-être un peu plus sourde, plus souterraine, et qui avait besoin de plus de temps pour s'infiltrer. Et voilà, c'est en fait, pour moi, ça m'a aussi permis de relire beaucoup d'œuvres qui m'étaient chères lors de mon adolescence, comme par exemple Bloodborne, Berserk, qui, comme Lovecraft, cultive une tension entre deux infinis. Euh, bon, c'est pas exactement la même finalité, mais disons que c'était une tension, une forme de morale que je recherchais dans des mondes un petit peu désolés. Et donc j'ai eu un rapport qui, disons, était un petit peu ambivalent à Lovecraft, parce que j'ai pas vraiment trouvé de refuge en son univers, vous vous en doutez bien, parce qu'il est assez froid. Euh, mais j'y ai trouvé une forme de poétique dans la lucidité qui est déployée justement dans toutes les nouvelles qui forment finalement une cosmogonie, un peu comme celle créée par des écrivains de fantasy qui ont d'ailleurs inspiré Lovecraft, comme par exemple Lord du Sani ou qui d'autre, Blackwood peut-être. Alors je sais pas s'il était aussi créateur de cosmogonie, mais voilà, disons que c'était que j'ai reconnu une esthétique qui m'a très fortement plu. Oui, puis il est très touché par la culture qu'on pourrait dire classique en Europe, c'est-à-dire les lettres grecques et latines, et forcément le rapport au mythe, aux dieux, à la cosmogonie, est très nourri dans ces deux civilisations. Lovecraft, c'est connu dans sa correspondance avec Robert Howard, le créateur de Conan, expliquer qu'il était fasciné par la civilisation romaine et par ce qu'elle représentait face à une forme on va dire, de barbarie, ce qui était aussi une source d'une forme peut-être pas de conservatisme, mais d'attitude réactionnaire de Lovecraft, et qui est très marqué. Je dis pas conservateur parce qu'il n'était pas tout à fait rebelle à la science en tant que savoir, mais bon, du reste, ça se comprend vraiment par ses influences, parce que pour décrire son œuvre, elle est protéiforme, et il existe donc énormément de lettres, une masse colossale de lettres. Il existe des poèmes, essentiellement des nouvelles, c'est par là qu'il est connu, et un roman dont nous parlerons après. Ces nouvelles ont en commun de décrire une forme de mythologie, si j'ose dire, dont les figures principales seraient les grands anciens, notamment Cthulhu, qui est le plus célèbre d'entre eux, qui a souvent été dépeint avec des tentacules immenses, comme une espèce de pieuvre, pas extraterrestre pour le coup, mais de pieuvre cosmique, monstrueuse et indescriptible. Et donc, Lovecraft, ça a été assez bien analysé depuis. Moi, je pense à quelqu'un qui n'est pas forcément un critique de Lovecraft, mais qui avait écrit un essai sur Welbeck, et qui était Aurélien Bélanger, pas Aurélien Bélanger, pardon, j'ai un trou, si, Aurélien Bélanger, pardon, qui a écrit un livre sur Welbeck dans lequel il expliquait que la forme le rationalisme welbeckien prenait sa source dans le rapport de Lovecraft à la cosmogonie et à l'idée de développer une mythologie pour un monde où que la physique commence à élucider. C'est-à-dire une cosmogonie en accord avec la physique connue. C'est assez impressionnant dit comme ça. Donc effectivement une œuvre qui contient son lot d'abstraction. Et Et il s'inspirait énormément enfin beaucoup de l'astrophysique spéculative. Voilà, donc le cosmos immense, indifférent, qui serait structuré par des lois étrangères, peuplé d'êtres non matériels et multidimensionnels.
Et je crois que c'est d'ailleurs cet aspect-là que je préfère chez Lovecraft, pas l'aspect scientiste, je sais pas, il n'était pas scientiste, mais disons qu'il y a une veine scientiste dans son œuvre, au moins par la citation de concepts scientifiques, de vocabulaire scientifique, de références. Mais c'est plutôt l'idée de sonder une forme d'abîme, et ça me touche beaucoup. On peut, grosso modo, avec très peu de nuances, et pour les nuances, il faudra lire Yoshi, il faudra plonger dans le détail, mais diviser ces nouvelles les plus célèbres en deux grands ensembles, c'est-à-dire les espèces de récits d'aventure ou récits d'exploration, souvent scientifiques d'ailleurs, dont le plus connu serait les montagnes hallucinées ou les montagnes de la folie, et qui aurait un lien avec les grands anciens, et un autre ensemble qui serait ce que les éditions Mnemos ont regroupé sous le nom du cycle de Providence. Donc dans leur intégrale, les éditions Mnemos ont regroupé les récits d'exploration en tome 2 et les récits de Providence, le cycle de Providence en tome 4, et au milieu se trouve en troisième tome le roman isolé L'affaire Charles Dexter Ward, qui fonctionne un peu comme une clé de voûte, comme la clé de voûte de toutes ces nouvelles de Providence et de la Nouvelle-Angleterre, puisque c'est vraiment l'imaginaire puritain et de la côte et du nord-est des États-Unis qui se déploie dans Charles Dexter Ward. Je te laisse, si tu le veux bien, résumer l'intrigue, l'argument du livre. Oui, bah, en quelque sorte, j'apporte juste des petits compléments à ce que tu as dit. Alors, en effet, c'est écrit en 1927, donc c'est la période la plus. Ça fait partie de la période du retour à Providence de Lovecraft. Avant ça, il était à New York, donc il s'est installé durant quelques années pour découvrir la grande ville. Ça a été un moment très, disons, abrupt et relativement difficile dans sa vie. Et justement, à son retour à Providence, donc c'est là qu'il va être le plus productif. Il va écrire, notamment, tu parlais de l'appel de Cthulhu, les montagnes hallucinées. On citera donc aussi le roman qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'affaire Charles Dexter Ward. Et il écrit Donc, La couleur tombée du ciel, dont tu parlais tout à l'heure, la même année, et les mêmes mois. Il écrit sur le dernier mois d'écriture de l'affaire Charles Dexter Ward, il écrit La couleur tombée du ciel. C'est pour dire à quel point il a été prolifique. ouais, bah, il a écrit justement en 1927, du coup, et il a écrit en 5 semaines, si je dis pas de bêtises. Et quelque chose d'assez important à stipuler quand même, c'est que c'était un roman qui n'était pas destiné à la publication. Il n'a jamais été publié de son vivant. Et c'est un tournant assez important dans l'évolution stylistique et thématique de Lovecraft. On pourrait dire que c'est un de ses textes assez personnels, bon, même si c'est un peu vague, encore une fois, comme appellation. Mais en tout cas, on sait qu'il n'en était pas fier. Il disait d'elle que c'était une pièce lourde et grinçante d'anticharisme affecté. Bon, c'est une traduction, mais bon, on voit bien que c'est pas reluisant comme opinion sur son propre travail. Et moi, ce que je trouve intéressant avec justement ce roman-là, c'est que il fonctionne un peu comme le chaînon entre le roman gothique et la science-fiction, du coup très Lovecraftienne, dans le sens où on sent qu'il puise dans l'horreur gothique, donc chez Poe, majoritairement, qui était son maître absolu. Comme lui a été le Euh, maître de Stephen King. Exactement. Et donc on sent voilà, que c'est en quelque sorte les derniers vestiges de cet univers gothique qui transite petit à petit vers le cosmique. Euh, donc on retrouve l'usage peut-être pour parler un petit peu du synopsis avant d'embrayer directement. Euh, on va suivre donc Charles Ward, qui est le descendant de Curwen, qui est un Joseph Curwen, qui était un sorcier, en quelque sorte son ancêtre démoniaque, et par une série, disons, de rites occultes et par une fascination légèrement morbide et grandissante, il va petit à petit euh, invoquer, ressusciter cet ancêtre de différentes manières. Donc c'est un roman qui a une structure narrative qui use beaucoup du récit pseudo-documentaire. Donc on va avoir beaucoup de lettres, de rapports, de grimoires euh, qui vont combiner voilà, donc, différentes techniques de narration. On aura bien sûr le fameux Necronomicon qui sera mentionné une fois. Et pour moi, c'est un peu les montages qui vont préfigurer Borges, par exemple.
dans justement l'utilisation de faux documents. Oui, il y a une forme de production chez lui d'un effet de réel par l'accumulation de documents, par le point de vue. Souvent, il utilise dans ses nouvelles, c'est pas le cas dans le roman, mais souvent dans ses nouvelles, il utilise un point de vue interne, un narrateur qui s'exprime à la première personne, et son discours est corroboré ou complété par des documents. Et là, dans le cas de l'affaire Charles Dexter Ward, il y a énormément de documents et surtout énormément de références au passé réel, même si quelque peu exagéré ou détourné de la Nouvelle-Angleterre, où euh, on cite les noms des rues de la Nouvelle-Angleterre. Lovecraft, finalement, a un rapport à l'histoire de cette région qui est nourrie, érudit, qui lui permet d'écrire un roman qui est presque dédié, en fait, à la Nouvelle-Angleterre, où sont nommés ses monuments, ses lieux, ses habitants historiques, où sont mentionnés les faits connus qui s'y sont produits. Et tout ça s'inscrit à mon avis, dans une même volonté de produire un effet de réel, dans lequel s'inscrit la hideur cosmique et indicible de son récit fantastique et d'horreur. Oui, c'est ça. Bah, moi, je pense que s'en est inspiré, mais voilà, le rôle central de la ville de Providence dans ce roman-là m'a fait penser à Salem dans justement Salem de Stephen King. Donc c'est un peu la ville qui semble à la base contaminée par l'horreur, mais dont on se rend compte que finalement c'est une ville qui n'est pas contaminée, mais qui appelle plutôt l'horreur. Euh, et ça peut s'expliquer par le fait qu'il y ait eu justement des événements quelques siècles auparavant qui ont été des rituels impies qui vont justement créer un terrain propice à ce genre de déploiement narratif. Donc c'est euh, c'est plutôt voilà, c'est une espèce de matrice dans laquelle justement le personnage donc du docteur Willett, qui sera en fait, je pense, l'alter ego du lecteur en quelque sorte, parce que c'est vrai que Lovecraft n'aime pas beaucoup créer des personnages avec beaucoup d'épaisseur, avec une psychologie profonde. Il aime pas, en fait, il aime pas le babillage. Il aime pas beaucoup discuter de la psychologie de ses personnages, et il est assez cash en quelque sorte. Donc, Ah, ils préfèrent décrire leur psychologie en action ou en réaction à quelque chose plutôt que leur psychologie comme un état permanent. Le personnage vit quelque chose, le ressent de telle manière, ça s'exprime physiquement de telle façon ou dans ses actes, mais on disserte peu sur ces effets-là. oui, totalement. Il y a peu de discours interne en quelque sorte. Euh, donc oui, voilà, on va avoir un espèce de triptyque de personnages. Donc je disais Charles Dexter Ward, qui en quelque sorte est la figure faustienne de ce roman. Euh, donc un jeune homme qui en apparence semble curieux, studieux, relativement intelligent, mais qui par disons la quête de savoir va se consumer. Alors la figure prométhèse ne serait peut-être plutôt Joseph Curwen, je pense, mais ça je crois que tu avais peut-être des choses à dire à ce propos-là. Bah, disons que tu fais bien de parler de Matrice pour commenter ce roman, tu fais bien de citer Salem et de citer le pacte faustien, parce que ce qui m'a le plus marqué dans le roman, c'est à quel point il fonctionne presque de manière citationnelle, ça m'a même intrigué de la part de Lovecraft, comme une forme de synthèse de la littérature, on va dire de science-fiction, de la littérature fantastique, la littérature qui l'a influencé. Euh, bon, nous parlions du lien avec Salem de Stephen King, une ville coloniale américaine, une ville pionnière au passé antique, attestée donc dans le cas de Salem, par une nouvelle qui est adjointe à la dernière édition du roman, avec la présence d'un individu aberrant dans une demeure reculée, finalement ciblé par les habitants qui vont tenter une expédition pour se débarrasser de lui. Mais ça, effectivement, c'est plutôt postérieur, puisque Stephen King a écrit après. Mais par contre, on peut noter que il est Frankenstein est presque évoqué à demi-mot, le scientifique qui travaille dans un laboratoire à recréer quelque chose pour vaincre la mort.
ça fait penser à la quête prométhéenne du docteur Victor Frankenstein. On peut noter que le baron Ferenzi est une allusion à peine voilée au comte Dracula, et que sa venue, enfin pas sa venue, mais que le vampirisme ensuite qui se répand dans le Nouveau Monde euh, reprend un peu la trame de Dracula, où le comte Dracula se rend dans le monde, je mets beaucoup de guillemets, hein, civilisé de l'ouest de l'Europe. Il est question pratiquement aussi à demi-mot du portrait de Dorian Gray, avec ce tableau qui se met à absorber la vitalité du personnage par le biais d'un pacte faustien qui ici est l'occulte et la volonté comment dire, de profaner la nature et ses lois. Et la résurrection sera un peu l'aboutissement de cette forme-là. Mais donc on sent presque de la citation, c'est-à-dire pas seulement de l'influence, mais comme si des schémas narratifs de la littérature de l'imaginaire qui précède Lovecraft avaient été réutilisés dans ce roman. C'est fort bien intégré à mon sens, peut-être un peu moins par certains aspects, mais quand même dans l'ensemble ça se tient très bien. Et ça se tient d'autant mieux que, contrairement à ces nouvelles, le roman est très très construit. Alors ce n'est pas que les nouvelles de Lovecraft ne soient pas construites, mais celui-ci affiche vraiment une structure dont je vais te laisser parler. je te laisse cette tâche. En tout cas, il affiche une structure très visible et intéressante. Pour moi, la structure, disons que la manière dont le récit s'embrique, on commence en quelque sorte par la fin. Donc on va nous dépeindre les symptômes de Charles Ward au tout début de l'intrigue. Puis ensuite, on va faire un immense bond dans le passé pour remonter jusqu'à son ancêtre, donc Joseph Curwen, qui est donc le sorcier, qui va prendre en quelque sorte possession de son esprit. C'est un peu plus compliqué que ça, mais il faudra lire le roman pour le découvrir. Et là, je te coupe simplement pour rajouter cela, pardon. J'ai oublié de mentionner, parce que David Camus parle de Stevenson dans la préface pour dire que c'est presque un roman d'aventure, un conte de fées à la Stevenson, mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans la littérature anglaise, dans la littérature de genre, la littérature un peu populaire, eh bien, un roman qu'on retrouve, ce sera le Dr Jekyll et Mr Hyde, avec l'identité ambiguë de Ward et d'un côté, et de Allen Curwen, qui sont le même personnage de l'autre, et cette espèce de séparation, de prise de possession d'un individu dans le domaine nocturne, c'est-à-dire la nuit. Un individu est presque possédé par son alter ego. Donc voilà, c'est encore une citation. Je te laisse poursuivre, pardon. Ouais, encore une matrice. Non, donc je disais oui, ensuite on va donc suivre justement la chasse, enfin les premières expérimentations de Joseph Curwen. Donc à l'époque, je crois que c'est le XVIIe siècle qu'il sévit, si je dis pas de bêtises. Et là, on va vraiment rentrer, tu le disais, dans le 18e. Enfin, les deux, récit, finalement. Mais... Oui, bref, c'est pas très important, mais on va rentrer vraiment dans le récit de la chasse aux sorcières. Presque. Hein. C'était Christian Doumergue qui disait que c'était presque ethnographique comme manière de décrire la chasse aux sorcières. En tout cas, que Lovecraft s'inspirait énormément de l'ethnographie et qu'il lisait beaucoup de manuscrits, de traités historiques pour justement se documenter. Ensuite, on va revenir donc dans le présent et on va suivre tout le cheminement de Charles Dexter, pour comprendre comment il en est arrivé là, et donc en fait reboucler sur le début. Et donc tout au fil de l'intrigue, petit à petit, on va avoir beaucoup de choses qui seront... on est dans la peau en fait, voilà, du Dr Willett, donc il va y avoir beaucoup d'actions dont on ne va pas comprendre le sens, et petit à petit les choses vont s'élucider. Le tout dans une prose que je qualifierais de lourde, mais disons que, je ne veux pas dire ça de manière péjorative, mais c'est que presque de manière synesthésique, pour moi, je sens la prose de Lovecraft comme quelque chose de très lourd, de très noueux. Il y a beaucoup de boucles, il y a une syntaxe que beaucoup jugeraient labyrinthique, il y a des citations latines, des formules, des répétitions. Énormément d'adjectifs.
Beaucoup d'adjectifs, c'est presque c'est presque, disons, une enquête dans l'enquête parce que il y a une sorte d'enfouissement de l'information et voilà, il y a toute cette culture du grimoire, de la note, euh, qui vont venir créer, disons, un système, une structure. Moi, je trouve que ça participe de la structure, en tout cas, qui permet en fait de créer finalement quelque chose d'assez unique et que moi personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir et à arpenter. Donc, mais je comprends pourquoi Lovecraft décrivait ça comme quelque chose d'assez assez grinçant. Euh, Parce que bon, la prose archaïque, certains disent aussi que c'est un style empoulé, euh, peuvent provoquer, disons, des, des- des sauts de concentration. Moi, ça m'est arrivé de temps en temps, mais en s'accrochant un petit peu, c'est pas si compliqué que ça à lire. Un peu, c'est quand même très abordable. Mais voilà, pour parler un peu du style et de la structure, je sais pas toi ce que t'en as à en dire. Disons que la langue de Lovecraft est tout sauf rapide. Elle s'embarrasse un peu d'adjectifs. Ça lui donne beaucoup de charme, et je crois qu'une de ses grandes forces, c'est d'être très repérable, d'être unique. C'est quand même un styliste, je crois. C'est quand même quelqu'un qui utilise le style pour construire son monde romanesque. Et ce que j'apprécie chez lui, c'est cette forme de premier degré de la narration. Les auditeurs doivent commencer à me connaître. Ce que je préfère, c'est ce dévouement à l'histoire décrite, ou à l'univers, aux personnages, même si ici ils ne sont pas rendus particulièrement épais, encore que dans ce roman ils le soient beaucoup plus que dans les nouvelles. Là, il y a de vrais personnages, il y a de vraies relations, il y a de vrais changements de comportement qui sont lents. En tout cas, les circonvolutions du style de Lovecraft sont effectivement noueuses. Il est, oui, assez dense, et il a été, comme tu l'as dit, très critiqué, et encore aujourd'hui, Stephen King, qui aime beaucoup Lovecraft, se moque de son style, et je trouve qu'on lui fait un faux procès. Je, je crois qu'il y a une veine, pas expérimentale pour le coup, mais plastique d'utilisation de son style. Il utilise sa langue comme une matière qui lui permet d'épaissir son monde, de lui donner du corps, avec parfois de la maladresse, peut-être un peu de mauvais goût, mais je trouve quand même que c'est rétrospectif. Parce qu'aujourd'hui, le style Lovecraft est devenu un peu un gimmick qu'on peut moquer, mais parce qu'on a l'habitude de le voir, de le commenter, de le parodier. Simplement, il faut comprendre que Lovecraft écrivait il y a 100 ans, et que son style était quand même, à mon avis, un peu plus impactant, qu'il remuait plus dans son utilisation des archaïsmes. Aujourd'hui, peut-être que c'est un peu plus abscon pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, c'est vraiment pas une grande faiblesse chez lui. Je pense que c'est une erreur de dire que c'est une faiblesse. Et c'est un écrivain qui savait structurer ses histoires, qui savait leur donner de l'épaisseur par l'utilisation du point de vue. Houellebecq disait qu'on savait toujours que ça allait mal finir dès le début. Mais effectivement, il a une manière de produire non pas du suspense, mais un effet d'attente et presque d'absorption dans son horreur qui est très efficace, et qui lui est propre. Donc pour moi, c'est un écrivain tout à fait talentueux du point de vue de sa technique d'écriture. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que c'est aussi une bonne manière d'aborder la question de la traduction. Donc je sais que toi, ça, c'est quelque chose qui te tient assez à cœur. Moi, j'ai tendance à y aller de manière un petit peu plus, un petit peu plus à l'aveugle en quelque sorte. Je regarde moins, je m'embarrasse moins de savoir qui a traduit tel et tel livre. Je sais que c'est un défaut. J'essaie de le corriger. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, ce que j'ai relevé en essayant un peu de m'intéresser à la traduction Lovecraftienne, c'est que c'est pas facile du tout. Ça a pas beaucoup participé de sa réception et de sa lisibilité. Euh, et de fait, en fait, c'est un écrivain qui a une écriture manuscrite qui n'était pas facile à déchiffrer, et qui rendait le décryptage de ces pages complexes et difficiles. Et en France, on a quand même eu beaucoup de traductions. Alors j'en dénombre peut-être de tête 4 ou 5. Il Bon, y en a sans plus, doute davantage. plus. Oui, oui, davantage.
François Bah alors, Bon, Maxime Ledin pour la traduction Brajlon, David Camus pour l'intégrale, Jacques Papy, Isabelle Barra. C'est vraiment un auteur qui est... Constantinesco, Voilà, il y a une traduction donc pour la Papy Pléiade. Lamblin. Ouais. C'est assez impressionnant, que le nombre de traductions de Lovecraft quand on pense que c'est un auteur dont l'œuvre a un siècle, c'est vertigineux. Et elles sont toutes différentes en plus. Et Oui, et si je peux me permettre, tout à peu près réussi. ouais, je suis d'accord. Nous, on l'a lu dans la traduction de David Camus, c'est important de Chez le Mnemos, préciser, ouais. je pense. Ouais, donc c'est un projet qui est ambitieux et qui est fidèle. Et ce qui est intéressant avec cette traduction, c'est que il y a une rigueur philologique qui fait que ce serait l'équivalent des grands traducteurs de Tolkien, par exemple, pour citer Oui, dans le un sens auteur qui serait où contemporain. il a fait un travail d'homogénéisation, c'est-à-dire que quand un mot était utilisé 3 fois chez Lovecraft, il utilisait son équivalent traduit 3 fois. Et il essayait d'éviter les approximations, donc il a créé un espèce de glossaire, et il a homogénéisé les noms, le vocabulaire, le rythme, en traduisant tout, et l'évolution du style. Donc c'est assez précieux si on veut s'intéresser à Lovecraft comme l'auteur d'une œuvre complète et et qu'on veut s'intéresser justement à l'exhaustivité de cette œuvre. Pour ce qui est des traductions de Lovecraft, vous pourrez aller voir sur Twitter le compte de Pascal Léonard qui en parle un petit peu, c'est très attaché aux traductions. Oui, et c'est un exercice qui est assez amusant, en fait, finalement, de comparer les traductions entre elles, je Complètement, ouais. trouve. Et puis ça permet un petit peu d'établir ses goûts, d'affûter l'œil aussi, parce que quand comme moi, on regarde rarement les traductions, et ben en fait on se rend compte que, bon, ça semble logique ce que je dis, hein, c'est un lieu commun, mais que ça a quand même un impact assez important sur la lecture d'un traducteur à l'autre. Et qu'on peut revisiter des livres, en tout cas, euh, peut-être même apprécier davantage un livre avec une traduction différente. Sans doute, c'est à peu près certain. Je reviens plus directement au roman, donc traduction de David Camus pour celle sur laquelle nous appuyons. Euh, Nous avons parlé de sa structure, il y a une sorte d'énorme flashback au milieu euh, qui en dit long sur le thème principal, l'un des thèmes principaux du roman, qui est le passé. Le passé disons, pardon, le passé comme zone trouble où sont cachés des secrets qu'il est malvenu de révéler, de dévoiler. L'autre thème étant pour moi celui du régionalisme, de la ville, de l'identité puritaine. Le début de l'œuvre évoque les secrets exhumés par Kerwen pour faire pression sur les habitants de Providence, les rumeurs, les chuchotements des gens à son sujet. Donc une forme de puritanisme, d'effet de société, d'effet de pression collective sur l'individuel, qui est nourri aussi par l'évocation de la chasse aux sorcières. Mais le grand thème central, ça reste, à mon avis, le passé. Kerwen est une créature du passé, une forme d'incarnation du passé, un passé qui dévore Charles Dexter Ward et qui lui impose ses secrets. Je sais pas si tu es d'accord sur l'horizon thématique du Oui, roman. et c'est presque autobiographique en fait à ce niveau-là. Bon, je veux pas faire de la psychanalyse, mais on sait que Lovecraft était quelqu'un qui a très violemment rejeté la modernité. Son passage à New York en atteste. Il a tenu des propos très durs envers les communautés chinoises, les communautés italo-américaines, par exemple. En tout cas, voilà, je pense on peut quand même parler un peu enfin, de sa xénophobie rapidement. Et il avait vraiment une détestation pure et dure de la modernité. Alors, ça n'en fait pas moins un moderne pour autant, parce que, voilà, je me souviens de François Bon qui parlait justement du fait que il incarne quand même son époque. C'est pas l'idée selon laquelle ce serait un écrivain antiqué, que ce soit dans ses thèmes ou dans son style, comme dit, a été assez exagéré par la critique. Euh, mais voilà, c'est certain que c'est que son œuvre, en tout cas, est solidement enracinée dans la culture des années d'entre-deux-guerres. C'est un contemporain d'Einstein. On sent qu'il a suivi avec attention les explorations de son époque, qu'il réutilise habilement dans Les Montagnes hallucinées. Einstein est cité dans le roman d'ailleurs. Et T.S. Eliot aussi.
Oui, T.S. Eliot, mais pour d'autres raisons, il s'en moque un petit peu. Bah, ouais, encore une preuve qu'il déteste en tout cas la littérature, la modernité en Oui, littérature, une ou forme de s'il la modernisme déteste. en fait, une forme d'hyperactivité moderne. Je pense que c'est plutôt ça qu'il déteste, c'est-à-dire une forme d'enthousiasme obligé envers les formes nouvelles et la découverte permanente. Enfin, il a rien, je pense, contre la découverte en soi, surtout si elle a la puissance d'abstraction des découvertes d'Einstein, mais contre une espèce de fuite en avant permanente. Je pense que là, il avait un certain rejet de cette manière d'appréhender l'histoire humaine et l'évolution technique. Oui, bah, c'est certain, et ça on le sait aussi parce que on sent l'ombre du grand continent qui plane sur, enfin du vieux continent qui plane sur l'affaire Dexter Ward. Tu parlais tout à l'heure du moment où il va en Transylvanie, donc ça encore une fois c'est une citation de Dracula. Il y a un détour par Paris, Par Prague. euh, par Prague également. Donc voilà, c'est vrai que c'est un roman sur le passé en quelque sorte. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est une des thématiques centrales. Outre la tragédie du savoir, qui je pense constitue peut-être les deux piliers avec les trois piliers peut-être avec le régionalisme. euh, donc c'est une thématique voilà qui est très très classique en horreur, hein, mais qui je trouve est quand même utilisée de manière assez originale parce que intégrée dans la logique Lovecraftienne, qui est celle de justement de faire rentrer en écho toutes ces nouvelles avec sa cosmogonie, qui est peut-être sa création la plus éclatante. Oui, la plus remarquable, en tout cas, quand on regarde son œuvre de loin. Je trouve que dans l'affaire Charles Dexter Ward, il y a quand même une maturité que je retrouve pas forcément, par exemple, quand je lis l'Appel de Cthulhu, au sens où, et par moments une immaturité que je retrouve pas non plus dans l'Appel de Cthulhu, mais une forme de liberté, d'abandon à ses thématiques, à son amour pour Providence, à son attrait pour l'histoire de la Nouvelle-Angleterre, qui se ressent déjà par le fait qu'il s'autorise des digressions, par le fait, alors là les notes de David Camus dans l'édition de Nemos nous renseignent beaucoup sur l'importance des citations de lieux, l'importance des lieux qu'il a lui-même connus, puisque Lovecraft prête à ses personnages souvent des habitations qui ont été les siennes, des lieux de promenade qui furent les siens, et ça, effectivement, ça renforce l'aspect autobiographique, mais surtout quand j'évoquais cette liberté, c'était pour dire que son livre se déroule pas comme une longue nouvelle, mais parce que comme je le répétais, il est très structuré, et surtout structuré différemment des nouvelles, mais comment dirais-je, comme, comme une exploration à fond de ces thématiques. Alors que ces nouvelles étaient, pour vous donner une image, c'était un peu comme si un explorateur levait le voile sur un grand secret et refermait tout de suite, retirait le rideau, et que nous n'en savions pas plus, sinon que l'effet que ça avait produit sur lui. Là, il y a une fin disons, qui n'est pas ouverte, ou presque pas. Il y a dans le roman une forme de, de, de- de- d'élaboration de l'intrigue qui va plus loin que le simple dévoilement du mystère, puisque effectivement il y a des mystères qui demeurent en suspens, mais le mystère principal est révélé. Il y a une forme en fait de roman policier là-dedans. Il y a une intrigue. L'inspecteur, c'est ce médecin, ce professeur médecin qui est le médecin depuis longtemps de la famille Ward et de Charles Ward, et qui finalement devient une sorte de Sherlock Holmes ou dans la Nouvelle-Angleterre, donc avec un arrière-plan qui est beaucoup moins, peut-être un peu moins méthodique, ou peut-être qu'il met de la méthode lui-même dans cet occultisme, puisqu'il finit par le comprendre et par réussir à utiliser à des fins plus pures la magie noire dont s'était servi Kerwen. Mais en tout cas, Elle nous est un peu camouflée cette méthode quand même, je trouve. elle est masquée. Non, mais des choses restent dans l'ombre, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que
dans l'appel de Cthulhu ou dans Dagon, on nous décrit une forme monstrueuse, indicible, puisque c'est toujours le propos de Lovecraft, c'est de décrire ce qui ne peut pas être décrit. Là, il le fait évidemment, mais quand même, il y a une intrigue avec un mystère et le mystère est résolu. Dans le cadre de Cthulhu, si on ne lit que l'appel de Cthulhu, rien n'est résolu. Et la force de la nouvelle tient dans le fait que rien n'est résolu. Et pour comprendre ce qu'est un grand ancien, comprendre ce qu'est la cosmogonie de Lovecraft, il faut lire l'essentiel de ces nouvelles pour en avoir une bonne idée. Là, le livre lui-même se suffit. Et c'est quand même ce qui en fait un objet assez exemplaire et assez libre dans son œuvre. Et très différent. Le seul grand ancien qui est mentionné, c'est Yog-Sothoth, à de nombreuses reprises, mais c'est vrai qu'il n'est pas directement invoqué. Donc il y a quelques aberrations, des monstres, en tout cas des entités, qui sont par moments plus ou moins évoquées. Mais c'est vrai que dans les grandes lignes, on joue beaucoup sur le non-dit, sur la peur de la découverte, sans jamais dévoiler finalement réellement la chose en elle-même. Euh, et puis on joue aussi sur l'imaginaire post-colonial, avec justement le fait d'utiliser des esclaves. Lovecraft est très attaché à la description du style colonial, style qu'il aimait d'ailleurs beaucoup. Oui, il aimait les maisons Et, à pignons, hein. ouais, ouais, complètement. Et oui, donc du oui, non, mais globalement, je te rejoins totalement hein, sur le fait que on est sur un roman en un certain sens plus classique, non pas dans son style ou sa construction, mais plutôt dans la manière dont il va conclure son enquête. Voilà, donc on peut dire qu'il y a un trop développement conclusion et qu'on est moins sur l'évocation, sur la fin ouverte. Parce que là, pour le coup, c'est une fin qui est douce amère, en quelque sorte, dans Dexter Ward. Elle n'est pas aussi sombre ou aussi nihiliste que peuvent l'être les fins de Cthulhu ou des Montagnes Hallucinées, par exemple. Ouais, il y a deux échelles dans cette fin, c'est-à-dire qu'il y a une fin à l'échelle individuelle des personnages qui est tragique, et à l'échelle plus large de la confrontation entre ce qu'on pourrait appeler les forces du bien et les forces du mal, c'est-à-dire l'occulte et les lois de la nature, qui, elles, euh, correspond à une forme de triomphe des lois de la nature et de la stabilité cosmique. Oui, voilà, c'est à peu près la manière dont se conclut le roman. Et bon, je crois que notre avis sur le livre est assez lisible dans nos propos. Je vais quand même te demander ce que tu en as pensé, où tu le rangerais dans la classification que nous avions établie pour le book club. Oui, moi je suis très bon client de Lovecraft. Ça m'est rarement arrivé d'être déçu. Alors il y en a que j'aime moins que d'autres, forcément. Si on peut pas aimer tout de la même manière. Mais voilà, si je devais parmi la poubelle, remise, bibliothèque et classique, je garderais une bonne place dans la bibliothèque. Ouais, je suis assez d'accord. Dans le sens où, comme je le dis, je trouve pas que le style soit toujours très lourd. Il y a parfois beaucoup de force dans son style, beaucoup de réussite, beaucoup d'images très heureuses et de suggestions qui font mouche. Malgré tout, j'ai l'impression qu'il en garde un peu sous le pied en termes de finesse, de subtilité dans l'écriture. De ce que j'ai lu de la couleur tombée du ciel, par exemple, ou même certains passages de l'appel de Cthulhu me paraissent peut-être un peu plus subtils dans leur style, dans leur rapport à la prose. Malgré tout, c'est une œuvre capitale pour comprendre Lovecraft, c'est une œuvre très importante de la littérature fantastique, ou de la littérature d'horreur, ou de la littérature de science-fiction, les trois, un peu comme Frankenstein, dont il est une sorte de descendant. C'est une œuvre influente. Lovecraft a de toute manière écrit une œuvre très influente qui a influé sur Berserk de Kentaro Miura, sur le jeu de rôle, tu le disais, sur le jeu de société, sur l'illustration, sur Guillermo del Toro, enfin beaucoup d'artistes qui nous sont chers, plus ou moins chers. En tout cas, c'est une œuvre réussie, belle, euh, dont le spectre thématique me touche particulièrement,
mais j'ai du mal à dire que c'est un chef-d'œuvre. Alors David Camus dit que c'est un chef-d'œuvre, il n'a pas complètement tort non plus, mais bon, le haut de la bibliothèque, c'est très bien pour un livre comme ça. Oui, bah, je pense qu'on est assez d'accord, un peu aussi sur la manière dont, dans la notation, je sais que tu es très attaché à la citation de George Steiner qui dit que plus un livre est gros, plus il est métaphysique. Ouais, non, enfin, il Là-dessus, dit elle que sera mieux que moi. la différence entre un livre très gros et un livre très mince, c'est presque d'ordre métaphysique. Voilà. Et je suis assez d'accord sur le fait que généralement, plus un livre est gros, plus son contenu, la possibilité de création de monde et de déploiement de la langue et de l'histoire et du développement des personnages et de toutes ces choses-là relatives à la littérature gagne en puissance. Euh, Toi comme moi, nous aimons les gros livres. Et moi, chez Lovecraft, ce que j'aime, c'est que ça fonctionne par accumulation. Ouais, Donc une voilà. nouvelle, plus une nouvelle, plus une nouvelle, plus une nouvelle. Et en fait, je tiens son œuvre comme un classique pour moi, ça c'est certain. Ça Très a grande œuvre, oui. une énorme influence sur même, je pense que sur presque jusqu'à ma manière de voir le monde. Je me suis beaucoup retrouvé dans la figure de Lovecraft, qui pourrait-on dire est un rêveur, mais d'un ordre singulier, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de ces nouvelles qui tournent autour du rêve. J'ai en tête la quête onirique de Kadat, c'est les Faïs, les chats d'Ultar. Et ça témoigne vraiment d'une fascination pour les mondes imaginaires. Euh, on sait il s'est beaucoup inspiré de ses propres cauchemars d'enfance, qu'il a développé presque une pratique, une méthode du rêve, qu'il était fasciné par l'occultisme, la sorcellerie, le fantastique. Mais d'un autre côté, cette figure de rêveur se fait rattraper par son angoisse, son matérialisme. euh, et je trouve ça en fait très touchant comme ambivalence qui font aussi, qui crée en fait un personnage complexe, tortueux, torturé, qui du coup a créé une œuvre qui est à son image. Donc il flirte en même temps avec, on le disait tout à l'heure, la physique, la science, l'occulte, le roman d'horreur. Et c'est précisément ce que j'aime beaucoup chez Lovecraft. Euh, un peu cette notion on s'embarrasse pas de la notion du bien et du mal, parce que de toute manière, euh, le monde, la logique du monde, la grandeur du monde est simplement trop vaste pour que l'homme puisse la comprendre. Et pour moi, c'est vraiment ça l'horreur enfin, le cœur de l'horreur Lovecraftienne, c'est que c'est pas que l'homme soit faible ou mauvais, mais qu'il soit en quelque sorte invisible face aux forces qui régissent l'univers. Et c'est précisément cela, je pense, que Lovecraft a osé penser et qui fait que son œuvre a une postérité aussi importante. Eh bien voilà, ce sera plus ou moins le mot de la fin. C'est un bon livre pour la bibliothèque du bazar. Pour ceux qui sont frustrés par le format nouvelle chez Lovecraft, essayez de lire l'affaire Charles Dexter Ward. C'est un livre vraiment construit comme un roman, hein, pas comme une longue nouvelle. Lovecraft a inspiré jusqu'à Borges, qui était un génie de la forme courte, puisque nous disions notre appétit pour les livres longs, mais il y existe évidemment des génies de la forme courte. Et donc ça en dit long encore une fois sur sa postérité, et si vous appréciez tout simplement les nouvelles de Lovecraft que vous avez lues, eh bien vous tenez avec ce livre de quoi vous rassasier dans son exploration de beaucoup de ses thématiques favorites. Je vous remercie de nous avoir écoutés, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut Étienne.